Aux funérailles de ma fille après son suicide, ma sœur a dit, peut-être que c'est mieux, elle a toujours été brisée comme sa mère. La famille acquiesça. Ma mère ajouta, la maladie mentale est dans le sang. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Puis mon fils de 6 ans tira la robe du pasteur et dit, dois-je dire à tout le monde ce que tante Karen a fait à Sissi dans le sous-sol? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Debout à l'enterrement de ma fille, je regardais ma famille murmurer en se cachant la bouche, tandis que mon fils de 6 ans tirait sur la robe du pasteur. L'atmosphère de l'église était étouffante, imprégnée du parfum des roses blanches et du jugement. 2 poisons aussi virulents l'un que l'autre à cet instant. Pasteur Whitmore. La petite voix de Tommy trancha les cantiques comme une lame dans la soie. Toutes les têtes dans cette église bondée se tournèrent vers mon petit garçon, perdu dans son costume noir trop grand, celui que nous avions acheté il y a à peine 3 jours. Car qui garde des vêtements de deuil pour un enfant de 6 ans? Pasteur Whitmore, répéta-t-il, plus fort cette fois. Est-ce que je devrais raconter à tout le monde ce que tante Karen a fait à Meredith dans le sous-sol? L'église entière plongea dans le silence. Pas le silence respectueux de la prière ou le silence lourd du chagrin, mais le silence vif et électrique du choc. Je vis le visage de ma sœur Karen se vider de toute couleur. Elle s'agrippa si fort au banc devant elle que ses jointures devinrent blanches. Ma mère s'interrompit au milieu d'une prière, son chapelet figé entre ses doigts, et dans toute l'assemblée, les recueils de chants se refermèrent avec de légers bruits sourds. Tommy, murmurai-je en tendant la main vers lui. Mais il s'écarta de moi, se rapprochant du pasteur, son dinosaure en peluche serré dans une main. C'était le même T-Rex que Meredith lui avait offert à Noël dernier, celui qu'il n'avait pas lâché depuis que nous l'avions trouvé. Karen se leva de sa place au premier rang, sa voix tremblante alors qu'elle essayait d'en rire. Les enfants disent les choses les plus étranges quand ils sont en deuil. Tommy, mon chéri, viens t'asseoir avec tante Karen. Non. La voix de Tommy résonna contre les murs de l'église. Tu es une menteuse. C'est à cause de toi que Meredith est dans cette boîte. Mon cœur s'arrêta de battre. Le directeur des pompes funèbres se déplaça, mal à l'aise, près du cercueil blanc de Meredith, celui que nous avions choisi parce qu'elle avait toujours dit que le blanc était la couleur des nouveaux départs. Je me souvins de m'être disputé avec l'entreprise funéraire au sujet du prix, de la façon dont ils avaient tenté de me vendre leur « forfait paix éternelle », alors que ma fille de 14 ans reposait dans leur sous-sol, en attente d'être préparée pour la veillée. Le pasteur Whitmore s'agenouilla à la hauteur de Tommy, ses yeux bienveillants empreints d'inquiétude. « Fils, c'est une chose très grave à dire. Es-tu sûr de vouloir en parler maintenant ?» Tommy hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues rondes. Meredith me l'a fait promettre. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose de mal, je devais le dire à quelqu'un, dans un endroit où tante Karen ne pourrait pas me faire disparaître, moi aussi. Le mot « disparaître » envoya un frisson dans l'assemblée. Je vis l'inspecteur Reyes, qui était venu présenter ses condoléances après avoir mené l'enquête initiale, se redresser sur son siège au fond de l'église. C'était lui qui, 48 heures plus tôt, avait classé le dossier de Meredith comme un suicide. Ma mère, Judith, retrouva enfin sa voix. C'est déplacé. Nous sommes ici pour pleurer Meredith, pas pour écouter les fantasmes d'un enfant confus. Rachel, maîtrise ton fils. Mais j'étais incapable de bouger. J'étais figé, observant le visage de ma sœur passer par des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. La peur, la rage, le calcul. Ce n'était pas la Karen qui m'avait aidé pendant mon divorce, qui s'était portée volontaire pour garder Meredith quand je devais faire des gardes doubles à l'hôpital. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le sous-sol a un verrou à l'extérieur, continua Tommy, sa petite voix portant un point impossible. Tante Karen y emmenait Meredith tous les mardis et jeudis. Elle me disait que je ne pouvais pas venir parce que c'était réservé aux grandes filles. Mais j'entendais Meredith pleurer à travers les conduits de ventilation. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je m'affaissai sur le banc. Mardi et jeudi, les jours exacts où Karen gardait Meredith après l'école. Les jours où Meredith rentrait à la maison, silencieuse et renfermée, touchant à peine à son dîner avant de disparaître dans sa chambre avec ses écouteurs. Je pensais que c'était la mauvaise humeur de l'adolescence, un comportement normal. Combien de fois avais-je manqué les signes? Elle est allongée dans ce cercueil à cause de toi. Tommy pointa son petit doigt vers Karen. À cet instant, il ressemblait tellement à Meredith quand elle était en colère, la même mâchoire déterminée, le même feu dans ses yeux verts. Meredith a tout écrit. Elle m'a dit où elle avait tout caché.
Elle savait que tu essaierais de faire semblant après son départ. Karen fit un pas vers Tommy, et quelque chose de primal s'éveilla en moi. Je me levai, me plaçant entre mon fils et ma sœur. Ne t'avise pas de le toucher. L'église retint son souffle. 300 personnes attendaient de voir ce qui allait se passer, leur programme funéraire oublié sur leurs genoux. Le bébé de quelqu'un se mit à pleurer au fond. Le son était presque choquant dans sa normalité, et soudain, tout ce qui concernait la mort de Meredith prit un sens terrifiant. 3 jours plus tôt, j'avais trouvé ma fille de 14 ans, Meredith, dans sa chambre. Le soleil matinal filtrait à travers ses rideaux violets, ce qu'elle m'avait supplié d'acheter l'année dernière parce qu'ils étaient assortis à son sweat à capuche préféré. Elle était allongée sur son lit, encore dans son uniforme scolaire de la veille, tenant à la main un flacon de pilules vides, celui qui contenait mes anxiolytiques. Le mot qu'elle avait laissé était bref, écrit de sa main soignée sur un morceau de papier de cahier, « Je n'en peux plus. Dis à Tommy que je l'aime. Maman, ce n'est pas ta faute. » Cette dernière phrase m'avait détruite plus que tout le reste. Car si ce n'était pas ma faute, alors de qui était-ce? Les ambulanciers étaient arrivés en quelques minutes, mais je savais déjà. Une mère sait. La couleur de sa peau, cette immobilité qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Ils ont quand même essayé la réanimation, pour moi, je pense, pendant que Tommy regardait depuis le couloir, agrippant ce dinosaure en peluche pour lequel Meredith avait économisé 3 mois d'argent de poche. « Est-ce que Meredith est malade ?» avait-il demandé, et je n'avais pas pu répondre. Comment dire à un enfant de 6 ans que sa sœur a choisi de nous quitter? L'inspecteur Reyes avait été gentil mais efficace. Il avait posé des questions sur les signes avant-coureurs, l'état mental de Meredith, d'éventuels traumatismes récents. Je lui avais parlé du divorce 2 ans auparavant, du déménagement de son père à Seattle et de ses appels rares. J'avais mentionné qu'elle était plus silencieuse ces derniers temps, qu'elle mangeait moins, passait plus de temps seule. Comportement typique d'une adolescente compliquée par la dépression, avait-il noté dans son carnet. L'affaire avait été classée comme suicide en moins de 24 heures. L'ironie, c'est que Meredith séjournait chez ma sœur Karen tous les mardis et jeudis après l'école pendant que je faisais des gardes doubles à l'hôpital de Riverside. La pénurie d'infirmières entraînait des heures supplémentaires obligatoires, et j'étais une mère célibataire essayant de garder notre maison, de maintenir une stabilité après le divorce. Karen s'était portée volontaire, elle avait même insisté lorsqu'elle avait appris que je payais pour une garderie périscolaire. « Rachel, tu as besoin d'aide. Laisse la famille intervenir », avait-elle dit autour d'un café 6 mois plus tôt. Meredith est à un âge où elle a besoin d'être guidée. Je peux l'aider avec ses devoirs, m'assurer qu'elle ait un vrai dîner. Tu sais, les adolescents ne devraient pas être laissés seuls avec tous les dangers qu'il y a. Ma mère, Judith, avait immédiatement été d'accord. C'est bien que Meredith passe du temps avec sa tante. Karen sait ce qu'est la discipline. Elle a élevé 2 garçons parfaits avant qu'ils n'aillent à l'université. Les fils de Karen, tous 2 dans des universités de l'Ivy League, étaient érigés en modèle absolu dans notre famille. Pendant ce temps, ma fille était celle du foyer brisé, celle avec la mère célibataire fatiguée et surmenée. J'avais été si reconnaissante. Karen passait prendre Meredith à l'école dans son SUV blanc immaculé, celui avec le fier autocollant chrétien sur le pare-choc et les décalcomanies du tableau d'honneur de ses fils. Elle vivait dans le meilleur quartier de la ville, dans une maison coloniale de 2 étages avec un sous-sol aménagé qu'elle appelait « espace d'études » pour quand ses garçons venaient de l'université. « Meredith va très bien », me disait Karen quand je passais la chercher à 20h30 ces soirs-là, épuisée par ma garde. Nous avons travaillé sur son algèbre, elle a eu un dîner sain. C'est une fille si douce. Rachel a juste besoin d'un peu de structure. Mais Meredith était toujours silencieuse sur le chemin du retour. Quand je lui demandais comment s'était passé son après-midi chez tante Karen, elle se contentait de dire « bien » et de regarder par la fenêtre. Je pensais qu'elle en voulait à cet arrangement, que ses amis lui manquaient, qu'elle était gênée d'avoir besoin d'être surveillée à 14 ans. Je lui avais promis que c'était temporaire, juste le temps que je puisse passer en service de jour. L'enterrement était censé être notre adieu. J'avais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour des roses blanches parce que c'était les préférés de Meredith. Elle les dessinait constamment dans son carnet de croquis, de délicats dessins au crayon avec des épines soigneusement détaillées. L'église était pleine à craquer. Toute sa classe de seconde était venue, portant des rubans violets parce que c'était sa couleur préférée. Des professeurs qui la connaissaient depuis l'école primaire pleuraient sur les bancs du milieu. Des voisins qui l'avaient vu grandir, qui lui avaient acheté des biscuits de scout et l'avaient encouragé à ses matchs de foot au collège, remplissaient le fond de l'église. Tommy était assis à côté de moi dans son petit costume noir,
celui que la femme du directeur des pompes funèbres m'avait aidé à trouver à la dernière minute. Il n'arrêtait pas de demander quand Meredith se réveillerait, quand elle reviendrait, pourquoi tout le monde pleurait. Il avait apporté son dinosaure pour le lui montrer, convaincu qu'elle dormait juste plus profondément que d'habitude. Le cercueil était fermé, à ma demande. Je voulais que les gens se souviennent de Meredith telle qu'elle avait été, vibrante, artistique, pleine de rêves de devenir biologiste marine, et non telle que je l'avais trouvée ce matin-là, quand tout s'était arrêté et que ce cauchemar avait commencé. Pendant la veillée, les commentaires de ma famille avaient commencé, subtils mais profondément blessants. Karen s'était approchée la première, le claquement de ses talons sur le sol de l'église sonnant comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible. Elle posa une main au doigt manucuré sur mon épaule et je sentis son parfum cher, le même qu'elle portait à chaque réunion de famille où elle trônait en tant que sœur qui avait réussi. Rachel, je sais que c'est dur, mais peut-être, juste peut-être, que c'est mieux ainsi, dit-elle assez fort pour que d'autres entendent. Elle a toujours été tourmentée, tout comme... Elle marqua une pause, jetant un regard à notre mère. Enfin, tu sais, certaines personnes sont simplement brisées dès le départ. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Je regardais le cercueil de ma fille, la photo encadrée à côté montrant Meredith riant au pique-nique de l'église l'an dernier, et je me demandais comment quiconque pouvait qualifier cette magnifique jeune fille de « brisée ». Ma mère hocha la tête, ajoutant assez fort pour que toute la première section entende, la maladie mentale est héréditaire. Ta grand-mère aussi avait des épisodes. Nous aurions dû le voir venir. D'abord ta dépression postpartum, puis ton anxiété après le divorce. Les chiens ne font pas des chats. Mon père, Gérald, se tenait là, silencieux comme toujours, étudiant ses chaussures comme si elles contenaient les secrets de l'univers. 40 ans de mariage avec ma mère l'avaient bien formé à l'art de disparaître tout en étant sous les yeux de tous. Elle n'était pas brisée, murmurai-je. Mais Karen continua, élevant la voix comme si elle donnait une conférence à la foule rassemblée. Tu te souviens comment elle s'enfermait dans sa chambre? Comment elle a arrêté de manger correctement? Des signes classiques, Rachel. Le fait que tu travailles toutes ces heures n'a probablement pas aidé non plus. Les enfants ont besoin de constance, de présence. Pas d'une mère absente 12 heures par jour. L'accusation me brûla. Chaque soir, je rentrais épuisé. Je m'étais promis que c'était pour l'avenir de Meredith, pour ses études et sa stabilité. Maintenant, Karen utilisait ma survie comme une arme contre moi. Le pire fut d'entendre d'autres membres de la famille être d'accord. Ma cousine Beth murmura à son mari, la pauvre n'a jamais eu de chance avec cette génétique. Ma tante Patricia ajouta en serrant son collier de perles, au moins, elle est en paix maintenant. Plus de souffrance à cause des démons qui hantaient cette lignée familiale. Des démons, me tournai-je vers Patricia. Ma fille n'avait pas de démons. Elle avait des devoirs, des amis et des rêves de nager avec les dauphins. Le rire de Karen était glacial. Rachel, le déni n'aidera personne. Nous avons tous vu les signes, la mauvaise humeur, les tendances artistiques qui frôlaient l'obsession. La façon dont elle regardait dans le vide. J'ai essayé de lui apporter une structure pendant nos moments ensemble, mais certains enfants sont tout simplement trop abîmés. Abîmés? Le mot sortit comme un sifflement. Tu traites ma fille morte d'abîmée à son enterrement? Je la traite de tourmentée, ce qu'elle était, dit fermement Karen. Demande à n'importe qui ici. Ils l'ont tous remarqué. La perte de poids, les vêtements sombres, la façon dont elle parlait à peine au dîner de famille. J'ai fait de mon mieux pour l'aider ces après-midi-là, mais on ne peut pas réparer ce qui est fondamentalement brisé. Mon oncle Robert intervint derrière nous. Karen a raison. La fille avait besoin d'une aide professionnelle, pas seulement d'une surveillance après l'école. Bien que Dieu sait que Karen a fait de son mieux. Tommy était resté assis tranquillement à côté de moi pendant tout ce temps, mais je remarquai que ses petites mains étaient serrées en poing. Son visage était rouge, et il fixait Karen avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage innocent. Une colère pure, non diluée. « Tu es une menteuse », murmura-t-il. Mais seul moi l'entendis. Quand Karen passa devant lui pour prononcer son éloge funèbre, elle lui ébouriffa les cheveux avec une fausse affection. Pauvre petit Tommy. Perdu et confus sans sa sœur. Tommy se dégagea de son contact comme s'il s'était brûlé. Karen monta à la tribune, arrangeant ses notes avec une précision théâtrale. Elle avait toujours aimé avoir un public, et maintenant elle en avait un de captif. Nous nous rassemblons ici pour pleurer Meredith. Oui, mais aussi pour tirer les leçons de cette tragédie. La maladie mentale est une réalité. Elle détruit les familles qui ignorent les signes avant-coureurs.
Meredith luttait contre des démons que nous ne pouvions pas comprendre, des démons que Rachel refusait de reconnaître. Je me levai, prête à l'arrêter, mais ma mère me saisit le poignet. « Assieds-toi. Tu fais une scène. Laisse Karen dire la vérité. » La vérité, je retirai mon bras brusquement. La vérité, c'est que ma fille allait bien jusqu'à... Jusqu'à quoi? Lança Karen depuis la tribune. Jusqu'à la puberté? Jusqu'au divorce? Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait hérité de la malédiction familiale? Rachel, nous avons essayé d'aider. Je lui ai ouvert ma maison 2 fois par semaine, lui ai fourni la stabilité que tu ne pouvais pas, et voilà où nous en sommes arrivés malgré tout. C'est à ce moment-là que Tommy se leva. Il tremblait, son dinosaure en peluche tombant au sol avec un bruit sourd. Il se dirigea vers la tribune avec la détermination de quelqu'un de bien plus âgé que 6 ans, et toute l'assemblée le regarda tirer sur la robe du pasteur Whitmore. Le pasteur se pencha, mais la voix de Tommy était claire et forte, portant à travers l'église silencieuse avec une clarté dévastatrice. Karen était au milieu d'une phrase, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Meredith luttait contre des démons que nous ne pouvions pas comprendre. Et malgré nos meilleurs efforts pour la guider vers la lumière, lorsque Tommy tira sur la robe du pasteur Whitmore avec une détermination urgente. La voix de Tommy traversa l'acoustique de l'église, claire comme le son d'une cloche et doublement discordante. Est-ce que je devrais raconter à tout le monde ce que tante Karen a fait à Meredith dans le sous-sol? Karen se figea à la tribune, les fiches de son éloge funèbre soigneusement préparées s'éparpillant de ses mains comme des secrets coupables. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un son, tel un poisson sorti de l'eau. « Tommy, mon chéri, tu es confus. Le chagrin fait dire des choses étranges aux enfants. »« Non, je ne suis pas confus. » La voix de Tommy devint plus forte, plus assurée. Il se redressa, mesurant à peine plus d'1 mètre, mais incarnant toute la juste colère du monde dans son petit costume noir. « Meredith m'a tout raconté. Elle m'a fait promettre de ne rien dire tant qu'elle était en vie parce que tu avais dit que tu me ferais du mal aussi. Mais elle n'est plus en vie, alors la promesse ne compte plus. » Je me relevai du banc, mes jambes tremblant comme si elles allaient lâcher. L'église semblait tourner autour de moi. « Tommy, de quoi parles-tu? Quel sous-sol ?» Mon fils regarda directement Karen, ses yeux verts flamboyants d'une fureur qui appartenait à quelqu'un de bien plus âgé. Le sous-sol de la maison de tante Karen, où elle emmenait Meredith tous les mardis et jeudis après lui avoir fait boire le thé spécial qui la faisait se sentir bizarre, où elle lui faisait les vilaines choses qui faisaient pleurer Meredith et la suppliait de rentrer à la maison. Karen s'éloigna de la tribune, manquant de trébucher sur ses propres pieds. Cet enfant est manifestement traumatisé. Il invente des histoires. Rachel, contrôle ton fils avant qu'il ne dise quelque chose qu'il regrettera. Tu as dit à Meredith qu'elle était sale, continua Tommy, sa petite voix dévastatrice dans sa clarté. Tu l'as enfermée là-dessous pendant des heures. Tu lui as montré ses vidéos sur ton ordinateur, celles avec les autres filles qui pleuraient. Tu as pris des photos d'elle. Tu as dit que si elle le disait à quelqu'un, tu me ferais la même chose. Et alors tout le monde saurait que toute notre famille était malade et brisée. Un murmure collectif traversa l'assemblée. Des parents rapprochèrent leurs enfants. Je vis Madame Henderson, notre voisine, couvrir les oreilles de sa fille adolescente. L'inspecteur Reyes se levait déjà de son siège au fond, la main sur son téléphone. Ce sont des accusations graves venant d'un enfant confus, dit Karen, mais sa voix avait perdu son ton autoritaire. Elle reculait vers la sortie latérale, ses yeux balayant la pièce comme un animal piégé. J'ai aidé cette fille. Je l'ai nourrie, aidé avec ses devoirs, je lui ai donné des conseils quand sa propre mère était trop occupée à travailler pour s'en occuper. Tu lui as fait enlever ses vêtements, dit Tommy, et l'église éclata en murmures choqués. Elle m'a dit que tu disais que c'était pour la purification, que tu devais documenter comment la maladie se propageait dans son corps. Tu la faisais se tenir contre le mur pendant que tu prenais des photos. Tu disais que c'était médical, que tu l'aidais, mais Meredith savait que ce n'était pas de l'aide. Ma mère se leva, son visage passant de l'incrédulité à la rage. C'est absolument ridicule. Karen ne ferait jamais ça. C'est une bonne chrétienne. Elle est bénévole au centre pour jeunes. Elle a élevé 2 garçons qui ont réussi. Judith, arrête. La voix de mon père trancha le chaos. Le silencieux Gérald, qui ne disait jamais rien, commanda soudain la pièce. Regarde le visage de Karen. Vraiment, regarde-la. Ce n'est pas le visage d'une femme innocente faussement accusée. C'est de la culpabilité. Il avait raison. Le maquillage soigneusement appliqué de Karen coulait avec la sueur.
Ses mains tremblaient, et elle ne cessait de regarder les sorties comme si elle calculait les distances. « Vous êtes tous fous !» cria Karen, d'écouter les fantasmes d'un enfant de 6 ans. Il a probablement vu quelque chose à la télé, il est confus. Les enfants ne peuvent pas distinguer la réalité de la fiction quand ils sont en deuil. Tommy fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé. Ça ouvre le tiroir verrouillé de ton bureau au sous-sol. Celui où tu gardes l'appareil photo et l'ordinateur avec le mot de passe Pureté 2019. Meredith t'a vu le taper. Elle l'a écrit. Elle a tout écrit. L'inspecteur Reyes était maintenant à l'avant, son badge visible. Madame, je vais vous demander de ne pas bouger. C'est du harcèlement, hurla Karen, basé sur les paroles d'un enfant traumatisé. Rachel, dis-leur que c'est de la folie. Dis-leur que j'ai aidé Meredith. Mais je ne pouvais pas parler. Je me souvenais de chaque retour du mardi et du jeudi. Comment Meredith était assise dans le salon de Karen, entièrement habillée avec son manteau malgré la chaleur de la maison, prête à partir à la seconde où j'arrivais. Comment elle se précipitait vers la voiture sans dire au revoir. Comment elle prenait une douche dès notre retour, parfois 2, jusqu'à ce que sa peau soit rouge et à vif. Sissi l'a enregistré, annonça Tommy, sa voix stable et claire. Sur son téléphone. Elle a caché le téléphone dans le conduit de ventilation du sous-sol. Elle m'a dit où il était au cas où il lui arriverait quelque chose. L'église sombra dans un chaos total. Ma mère se leva, criant par-dessus le bruit, c'est absurde. Karen ne ferait jamais de mal à un enfant. Elle enseigne le catéchisme depuis 15 ans. Mais mon père, le silencieux Gérald, qui ne prenait jamais la parole, saisit soudain le bras de ma mère avec une fermeté que je ne lui avais jamais vue. Judith, arrête. Regarde le visage de Karen. Regarde-la et dis-moi que c'est le visage d'une femme innocente. Karen reculait maintenant vers la sortie, ses talons de créateur s'accrochant au tapis. Sa coiffure parfaite se défaisait, et l'assemblée regardait en silence, stupéfaite, la fille en or de la famille se transformait en quelque chose d'inconnaissable. L'inspecteur Reyes se déplaça pour lui barrer le chemin, la main posée sur son arme de service. « Madame, je vais vous demander de rester où vous êtes pendant que nous vérifions ces allégations. » « Vérifier ?» Karen éclata d'un rire aigu et hystérique. « Vous allez vérifier les fantasmes d'un enfant de 6 ans qui vient de perdre sa sœur ? C'est de la folie. » Tommy n'avait pas fini. Il se dirigea vers l'allée centrale, se tenant petit mais féroce devant 300 personnes. Meredith l'a enregistré sur son téléphone. Elle a caché le téléphone dans le conduit de ventilation du sous-sol, derrière les vieilles décorations de Noël. Elle m'a dit exactement où il était. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais prendre le téléphone et le donner à la police, mais seulement dans un endroit sûr où tante Karen ne pourrait pas m'arrêter. Je m'effondrais sur le banc, mon esprit passant en revue des souvenirs qui prenaient soudain des significations nouvelles et terrifiantes. La perte de poids que j'avais attribuée à la vanité adolescente. L'obscurité dans les yeux de Meredith après chaque visite chez Karen. La façon dont elle sursautait quand Karen la serrait dans ses bras lors des réunions de famille. Ce mardi où elle m'avait appelé au travail, suppliant de rentrer à la maison parce qu'elle était malade. Mais Karen m'avait convaincu qu'elle essayait juste d'éviter un contrôle de maths. Elle a essayé de te le dire, maman, dit Tommy en grimpant sur mes genoux, son petit corps tremblant. Mais tante Karen a dit que personne ne la croirait parce que tante Karen était la gentille, et Meredith n'était que la fille brisée de la mère brisée. Tante Karen a dit que si Meredith parlait, tout le monde penserait qu'elle était folle comme arrière-grand-mère et qu'il l'enfermerait dans un hôpital. L'inspecteur Reyes avait son téléphone à la main, appelant des renforts. 2 policiers en civil qui étaient venus présenter leurs condoléances se levèrent de leur banc, se positionnant près des sorties. L'enterrement s'était transformé en scène de crime. Karen fit une tentative désespérée vers la porte, mais l'agent Martinez, qui avait entraîné l'équipe de basket de l'école primaire de Meredith, lui attrapa le bras. « Madame Palmer, vous devez vous calmer. »« Ne me touchez pas, » hurla Karen. « Je vous poursuivrai tous en justice. C'est de la calomnie, de la diffamation. » Ce petit morvement. « Alors ça ne vous dérangera pas si nous fouillons votre sous-sol, » dit calmement l'inspecteur Reyes. « S'il n'y a rien, nous pourrons éclaircir tout ça rapidement. » Le visage de Karen devint blême. « Il vous faut un mandat. Vous ne pouvez pas fouiller ma maison sur la base de l'histoire d'un enfant. » En fait, dit Reyes en sortant son téléphone, étant donné la nature des allégations et l'affirmation de l'existence de preuves, je peux obtenir un mandat d'urgence en moins d'1 heure. Le juge Morrison est déjà en ligne. C'est là que Karen s'effondra complètement.
Elle tomba à genoux, non pas pour prier, mais en signe de défaite. Et les mots qui sortirent de sa bouche glacèrent tout le monde dans cette église. Ce sont des mensonges. Tous des mensonges. Cette fille était perturbée. Elle le voulait. Elle était déjà sale quand elle est venue à moi. J'essayais de la purifier, de la sauver de la maladie dans votre lignée, Rachel. L'aveu flottait dans l'air comme un poison. Ma mère s'affaissa sur son siège, le visage cendré, les mains serrant sa poitrine. « Karen, qu'est-ce que tu dis? Qu'as-tu fait à ma petite fille? » « J'ai fait ce que vous étiez tous trop faibles pour faire, » hurla Karen, le mascara coulant sur son visage en rivière noire. J'ai essayé de la purifier, de documenter la maladie avant qu'elle ne se propage. Ces séances du mardi et du jeudi étaient censées l'aider. L'aider, me levai-je, la rage me donnant de la force. Tu as torturé ma fille. Tu lui as fait croire qu'elle était sale et brisée. Tu l'as tuée. Non, cria Karen. Elle s'est suicidée parce qu'elle était faible. Parce que la maladie dans votre famille a gagné. J'ai des documents, des photos qui prouvent qu'elle était déjà corrompue, des vidéos montrant sa soumission. Elle n'a jamais dit non. Elle ne s'est jamais débattue. L'inspecteur Reyes fit un signe de tête aux officiers. C'est suffisant pour une arrestation. Karen Palmer, vous êtes en état d'arrestation pour abus sexuels sur mineurs, production de pornographie infantile et séquestration. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'il lui passait les menottes, Karen me regarda droit dans les yeux, des yeux que je n'avais jamais vus auparavant, vides de la sœur que je croyais connaître. Elle allait en infecter d'autres. Je devais le documenter. Je devais l'arrêter. Le sous-sol était sanctifié. C'était une œuvre sainte. Tommy pressa son visage contre mon épaule, et je le serrai aussi fort que je le pouvais pendant que nous les regardions emmener Karen. Ses cris sur la purification et le salut résonnèrent contre les murs de l'église jusqu'à ce que les portes se referment enfin derrière elle. La police trouva le téléphone de Meredith exactement là où Tommy l'avait dit, enveloppé dans un sac en plastique et caché derrière une boîte de décoration de Noël des années 90 dans le conduit de ventilation du sous-sol. Les vidéos étaient claires et accablantes. 43 enregistrements sur 6 mois, chacun montrant les abus systématiques de Karen, ses menaces, ses justifications tordues selon lesquelles elle purifiait Meredith du mauvais sang de notre famille. Le détective qui les a visionnés m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais vu une documentation aussi détaillée de la part d'une victime. Meredith avait monté un dossier contre sa tante, rassemblant des preuves avec la précision de quelqu'un qui savait qu'elle pourrait ne pas survivre pour témoigner. Karen fut arrêtée à l'église et inculpée de 15 chefs d'accusation pour abus sexuels sur mineurs, production de pornographie infantile, séquestration et contribution à la mort d'un mineur. Au cours de l'enquête, ils trouvèrent des disques durs externes avec des milliers d'images, non seulement de Meredith, mais aussi d'autres enfants remontant à 12 ans. Ses propres fils, ces garçons en or de l'Ivy League que ma mère vantait toujours, se manifestèrent avec leurs propres histoires d'abus qu'ils n'avaient jamais pu raconter. Ma mère ne m'a pas parlé depuis ce jour. Elle ne peut pas accepter ce que sa bonne fille a fait à sa petite fille. Elle vit seule maintenant dans la maison qu'elle a partagée avec mon père pendant 40 ans, entourée de photos de famille qu'elle ne peut supporter de regarder mais qu'elle ne se résout pas à enlever. Mon père l'a finalement quittée après 4 décennies de mariage. Il passe maintenant tous les dimanches, mais dans « Tommy et moi », à guérir. J'aurais dû parler il y a des années, me dit-il. J'ai vu des choses, suspecté des choses, mais Judith ne voulait rien entendre. Karen était sa fierté et sa joie. Nous avons enterré Meredith cet après-midi-là avec juste moi, Tommy, mon père et quelques vrais amis. Fini les discours sur les lignées brisées ou les maladies mentales héréditaires. Fini les chuchotements sur les malédictions génétiques ou les démons hérités. Juste le chagrin pour une belle jeune fille qui a tenté de survivre à l'insurvivable, qui a documenté sa vérité même quand elle ne pouvait pas la dire à voix haute. Tommy et moi allons en thérapie ensemble maintenant, 2 fois par semaine avec le Dr Shen, spécialisé dans la guérison des traumatismes chez les enfants. Tommy me dit que Meredith lui rend visite en rêve, pas des visites effrayantes, mais paisibles. Elle dit qu'elle n'a plus mal, maman. Elle dit que le sous-sol ne peut plus lui faire de mal là où elle est. Elle dit qu'elle est fière de moi pour avoir été courageux quand elle ne le pouvait pas. J'ai appris que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ce sont les membres de la famille qui se portent volontaires pour aider, en qui tout le monde a confiance, qui vont à l'église tous les dimanches et préparent des biscuits pour les collectes de fonds de l'école. Parfois, ce sont ceux qui pointent du doigt la génétique et la maladie mentale pour cacher leur propre mal. Qui utilisent des mots comme « briser » et « abîmer »
pour décrire leurs victimes afin que personne ne les croie si jamais elles trouvent le courage de parler. Meredith n'était pas brisée. Elle a été brisée par quelqu'un. Quelqu'un en qui nous avions confiance. Quelqu'un qui a utilisé la confiance de notre famille comme une arme et mon horaire de travail comme une opportunité. Quelqu'un qui a convaincu une jeune fille de 14 ans qu'elle était génétiquement condamnée, fondamentalement défectueuse, et qu'il valait mieux qu'elle meure plutôt que de vivre avec la honte de ce qui se passait dans ce sous-sol. La maison où vivait Karen a été fouillée de fond en comble. Ils ont trouvé une pièce cachée derrière un mur du sous-sol, insonorisée et équipée de matériel d'enregistrement. Ils ont trouvé des journaux où Karen avait écrit sur sa mission de documenter et de purifier les lignées contaminées de notre communauté. Il y avait des photographies d'autres enfants, de cousins, d'enfants du voisinage qui avaient déménagé soudainement ou s'étaient enfuis au fil des ans. Le FBI s'est impliqué quand ils ont réalisé que l'affaire dépassait les frontières de notre État. La semaine dernière, Tommy m'a demandé « Maman, pourquoi Meredith ne te l'a pas dit directement ?» Je l'ai serré contre moi et lui ai dit la vérité. Parce que tante Karen l'a convaincu que personne ne croirait la fille brisée plutôt que la bonne tante. Parce que parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont celles en qui tout le monde a le plus confiance. Parce que la honte est une prison dont il semble impossible de s'échapper, même quand on est innocent. Mais elle me l'a dit à moi, a dit Tommy doucement. Oui, mon chéri, elle te l'a dit. Elle t'a protégé en te confiant sa vérité. Elle savait que tu étais assez courageux pour la dire quand elle ne le pouvait plus. Le procès de Karen commence le mois prochain. Je serai là tous les jours, tenant la photo de Meredith, m'assurant que le monde sache que ma fille n'était pas brisée, ni malade, ni génétiquement condamnée. Elle a été assassinée lentement, en privé, par quelqu'un qui souriait au dîner de famille, se portait volontaire pour les comités de l'église, et a convaincu tout le monde qu'elle sauvait ma fille pendant qu'elle la détruisait. Le sous-sol a été scellé par ordonnance du tribunal. Mais la vérité est enfin mise en lumière, là où Meredith a toujours mérité d'être. Son histoire ne parle pas de suicide, de maladie mentale ou de lignée brisée. Elle parle d'une fille courageuse qui a documenté sa vérité, même lorsque la dire risquait de tout lui coûter. Et d'un petit frère qui aimait sa sœur assez pour briser le silence qui l'a tué. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager. Vos commentaires comptent énormément, et vous abonner à notre chaîne nous aide à continuer de partager ces histoires importantes qui doivent être entendues. N'oubliez pas que, parfois, les plus petites voix portent les vérités les plus importantes.